On reproche parfois aux sciences de gestion leur caractère extrêmement technique. On leur reproche aussi parfois d'être un peu amnésiques. On oublierait presque que derrière les outils et les techniques de gestion se jouent des enjeux idéologiques. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises. Votre intérêt en sciences de gestion, c'est d'une manière générale la philosophie politique. Mon intérêt c'est l'entreprise d'abord. Moi, je viens de l'économie et j'ai été très vite fasciné par l'existence des entreprises. Le fait qu'il y ait des personnes qui acceptent de travailler dans des institutions qui sont parfois mondiales, qui leur échappent, et qui acceptent de faire leur travail dans ce cadre-là, je trouve ça fascinant en soi. Donc mon intérêt, c'est déjà l'existence des entreprises. Ensuite, c'est l'existence des entreprises dans une société. Pourquoi une société accepte qu'une partie finalement de son destin soit gérée par des entrepreneurs au nom de considérations économiques. Comment ça se construit? Et en ce sens, c'est la philosophie politique. Et puis mon intérêt, c'est le gouvernement des hommes dans l'entreprise. Comment on conduit des êtres humains rationnels, intelligents, à aller ensemble dans une même direction, dans un but qui n'est pas toujours clair et qui fait sens ou non pour la société. Alors vous faites partie des auteurs en sciences de gestion qui sont des producteurs d'idées récurrentes et très influentes. En 1996, vous avez publié Le gouvernement des entreprises. On en reviendra. En 2001, La République des actionnaires. Plus tard, Entreprise et démocratie. Et puis très récemment, Le travail invisible. Ce cheminement intellectuel qui vous amène du gouvernement des entreprises jusqu'au travail invisible aujourd'hui, tout ça sur 2 décennies, au milieu de 2 décennies qu'on qualifie généralement de financiarisation des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez opéré ce chemin et ces étapes dans ce chemin avec vos ouvrages? Alors, au début, on est en 96, on commençait à parler de... À l'époque, on disait corporate governance, bon, ça venait des États-Unis, j'ai entendu 1000 fois, en fait, c'est une sorte de mode américaine qui va passer, et même assez récemment, je l'ai encore entendu. C'est vous dire si ça a mis du temps pour que la société et les entreprises, les entrepreneurs comprennent que les questions de gouvernement des hommes dans l'entreprise, c'était des vraies questions qui n'ont pas commencé à se poser en 95, mais depuis le début du capitalisme. L'entreprise est en société, elle est un espace social. Et c'est une société elle-même. Ouais. Donc ça se gouverne, ça se manage, les personnes se managent, mais ça se gouverne en tant qu'institution. Et donc, au départ, je me suis beaucoup intéressé à la question des théories sous-jacentes, des idéologies sous-jacentes qui font qu'on a le droit de gouverner ou on n'a pas le droit de gouverner. On a le droit de prendre des décisions pour l'ensemble de l'entreprise ou bien on n'est pas légitime pour le faire. Donc ça, c'est la question stricte du gouvernement des entreprises. Et j'aime bien le terme gouvernement des entreprises, et pas gouvernance, mais gouvernement, parce qu'on gouverne les entreprises comme on gouverne des États, comme on gouverne des villes. Et puis, une question de lieu aussi, le gouvernement, un territoire. Un territoire, l'institution, mais aussi des espaces dans lesquels on gouverne, des conseils d'administration, des assemblées générales, des rapports de force, des autorités, de l'expression d'autorité. C'est de la politique dans le très bon sens du terme. Donc au départ, ça c'est mon premier livre auquel vous avez eu la gentillesse de faire référence, 1996, Oui. Le gouvernement des entreprises, essayer de comprendre théoriquement comment ça se passe. Et puis le contact avec les entrepreneurs, les entreprises, les syndicats, les politiques, entrant dans le jeu de la gouvernance ou du gouvernement des entreprises, m'a conduit à m'interroger, 2001, donc la République des actionnaires, sur cette chose quand même assez extraordinaire. Aujourd'hui, le capital des entreprises est possédé par 300 millions de personnes dans le monde, essentiellement des retraités. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos entreprises, pour nos sociétés aussi, pour l'ajustement entre le travail, le non-travail, pour la vie des entreprises. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de capitalisme socialisé, c'est-à-dire un capitalisme qui appartient à l'ensemble de la société, d'où la République des actionnaires. La République des actionnaires. Et j'ai d'ailleurs un peu milité en ce sens, en tout cas travaillé avec les uns les autres, des politiques. Avec cette idée très forte qu'il y a une dimension citoyenne dans la logique de l'actionnariat et que les actionnaires devraient exercer un devoir quasi citoyen. Voilà, tout à fait. D'où l'idée, d'une part, que les citoyens étaient actionnaires, qu'ils le veuillent ou non, dès lors qu'on possède des SICAV ou des fonds de pension, bien sûr, ou même des fonds d'investissement, on est actionnaire d'entreprise. Donc, c'est la première idée, le citoyen est actionnaire. Et en sens inverse, en quoi l'actionnaire est citoyen? C'est-à-dire en quoi la même personne qui est citoyenne va exercer sa citoyenneté dans l'entreprise, en participant ou pas. Et qu'est-ce que ça signifie
un capitalisme dans lequel les actionnaires citoyens ne participent pas. Bien sûr. Qui dans ce cas, est légitime pour gouverner, pour orienter l'entreprise. Et puis, alors je dois dire que j'ai un peu déchanté, que les choses ne se sont pas passées. Enfin bon, la financiarisation dont vous parliez s'est accélérée. Et en 2005, avec mon ami Harry Corrine, on a travaillé sur la question du lien entre démocratie et entreprise. Un approfondissement de cette relation voilà. entre l'entreprise et parce qu'en fait, et dire qu'on gouverne, on gouverne par rapport à quelle référence? Et la référence de la modernité, c'est la démocratie. Donc on peut se dire, ces entreprises qui évoluent dans la modernité, dans la société moderne, quelles relations elles entretiennent avec la démocratie? Ce seraient des structures totalement à part? Ou bien ce sont des structures qui sont en train non seulement d'absorber la société, c'est la thèse qu'on défend, mais aussi de se transformer par l'environnement démocratique. C'est ce qu'on essaie de montrer dans ce bouquin qui est paru d'abord en anglais, d'ailleurs, à Cambridge University Press, puis en français, avec une version que je juge meilleure en français, puisqu'on l'a améliorée en 2009. Ce qui signifie que l'entreprise devient une sorte de noyau, d'atome. On ne peut pas aller au-delà. Enfin, il faut penser l'entreprise pour penser la démocratie. On ne peut plus la penser si... En fait, toute l'idée qui m'anime depuis 20 ans, c'est le fait qu'on ne peut pas penser la société moderne sans penser l'entreprise. L'entreprise, c'est l'institution fondatrice de la société moderne. Moderne au sens capitaliste depuis 3 siècles. C'est l'entreprise qui est le noyau, qui a été la base. En tant que lieu de création de richesse, en tant qu'espace social. En tant que lieu, vous savez, la modernité, c'est un lieu où il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de sens qui serait donné par le politique, au nom de la diversité des opinions de chacun et du respect des opinions de chacun. Donc il n'y a pas de sens commun. Le sens commun, il est donné par l'économique. C'est l'économie qui fait le sens. D'ailleurs, on dit en fin d'année, quel est le PIB de la France, par exemple? Comme si tout se résumait finalement à la création de valeur par l'économique et qu'elle synthétisait finalement le bonheur collectif. Il y a beaucoup de discussions sur cette affaire, mais en fait, c'est encore aujourd'hui très très répandu. Et donc du coup, qui crée la valeur dans la société? Les entreprises. Donc, ce sont les entreprises qui sont non seulement les cœurs, mais les animateurs, et même qui fondent la société. C'est l'institution de référence. Et c'est pas vu. Comment vous expliquez ça, que ce ne soit pas vu? Parce que je crois qu'on a séparé à partir de la fin du XIXe siècle, on a séparé la sphère sociale et politique de la sphère économique. Et on a autonomisé l'économique comme si ce suffisait. C'est Polanyi, ça, c'est la thèse de Polanyi. C'est Polanyi, et c'est cette distinction qui est encore beaucoup dans les esprits entre, par exemple, le libéralisme économique et le libéralisme politique. Entre l'espace du politique et l'espace de l'économique. Comme si, lorsqu'une entreprise s'installe dans un lieu, fabrique des produits, transforme la société par le numérique, par exemple, comme si elle n'était pas profondément structurante sur le politique, bien plus que l'éducation nationale d'ailleurs, et bien plus que des grands projets politiques. Et ça nous amène au travail invisible. Et ça nous amène pas à pas à nous interroger sur le moment de gouvernement des hommes, c'est la façon de définir son travail. L'homme en entreprise travaille. Ouais. L'homme en entreprise, il n'est pas là pour des raisons spirituelles ou pour des raisons sociales. Il est là pour exercer un travail dans un but déterminé. Donc du coup, le gouvernement des hommes, tel qu'on l'imagine, on le comprend au niveau de la gouvernance d'entreprise, il se traduit aussi par une certaine façon de penser le travail. Et le travail invisible, donc cet ouvrage de 2012, essaie de montrer comment la financiarisation, par des reportings, toute l'infrastructure matérielle, les outils de gestion, a fini par faire disparaître purement et simplement la relation au travail. On a des managers qui gèrent des objets, des reportings, des chiffres, mais qui ne gèrent plus des humains, des personnes, et donc des engagements, et donc difficulté à savoir où se crée la valeur dans l'entreprise. C'est le vrai sujet de la crise. En fait. Absolument. C'est pas les subprimes, c'est pas seulement, disons, c'est pas la crise monétaire. C'est aussi savoir aujourd'hui où se crée, par quel travail se crée la valeur. Le numérique nous l'explique très bien. Le numérique, où se crée le travail, où se crée la valeur. Vous dites que le numérique nous l'explique très bien, c'est-à-dire en fait, aujourd'hui, pour moi, le grand enjeu, c'est peut-être la suite de ce travail qui se développe sur 20 ans, le grand enjeu, c'est comment penser une économie qui est fondée sur le numérique, c'est-à-dire sur une création de valeur à laquelle participe pleinement le client, mais plus que pleinement, le client est le premier acteur, le premier travailleur. Du coup, comment je repère le travail? Lorsque sur un site, c'est en fait la contribution de chacun qui fait la qualité du site.
Donc c'est le client qui est le principal producteur. Où se crée le travail, comment il est géré, qui s'approprie la valeur du travail. Ça, ce sont les enjeux fondamentaux du capitalisme des années qui viennent. Si je vous suis bien, ce regard sur 20 ans nous amène à une logique où l'entreprise n'était pas vue. Et aujourd'hui, on ne peut plus ne pas l'avoir, parce que on est presque passé au-delà de cette forme juridique qu'était l'entreprise à une forme entrepreneuriale de création qui se renouvelle par des voies comme celle du numérique. Et il est plus qu'urgent de remettre au cœur du sujet ces pratiques concrètes et de remettre l'entreprise au cœur du jeu. Oui, depuis 20 ans, c'est, en tout cas pour moi, la découverte de l'entreprise comme un espace gouverné, avec des vrais sujets, des vraies questions de politique, de gouverner les hommes dans une entreprise, et par les grandes institutions, conseils, jusqu'à nous interroger sur la place de l'entreprise, la fabrication de la société par l'entreprise, et donc la responsabilité de ceux qui gouvernent les entreprises, et qui le veuillent ou non, gouvernent aussi la société. Pierre-Yves Gomez, merci d'être venu, professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises. Merci à vous. À lire.